Voilà, voilà, comme ça il y aura un replay. Ok, on peut démarrer maintenant, c'est à vous. Très bien. Bonjour à tous, je suis Stanislas Michalon de la Compagnie des Forestiers, responsable du développement. Je vais vous présenter très rapidement les quelques solutions que nous avons concernant les offres écotouristiques, on va dire, et vous présenter en amont la Compagnie des Forestiers. Donc, c'est une entreprise qui a été créée en 1986 et qui est spécialisée dans la protection et l'aménagement des milieux naturels. Et nous avons quatre grands secteurs d'activité. Le premier, c'est tout ce qui est lié à la compensation écologique et climatique, c'est-à-dire la mise en œuvre de mesures compensatoires en faveur de la faune, de la flore, des zones humides. La deuxième partie, c'est la restauration de milieux naturels, avec des spécialisations dans la lutte contre l'érosion, principalement dans les cours d'eau, mais aussi la restauration de la continuité écologique terrestre et aquatique, ainsi que des restaurations hydromorphologiques assez complexes, mais qu'on maîtrise relativement bien. Troisième grand secteur d'activité, c'est la gestion d'espaces naturels. Donc, on est spécialisé dans l'entretien et la préservation des arbres, des forêts et des cours d'eau. Et enfin, la quatrième activité, ce sont les aménagements extérieurs qu'on va principalement, je vais principalement vous présenter aujourd'hui. Donc, on va parler d'aménagement bois, d'assainissement naturel et de baignade naturelle. Donc, le slide suivant, s'il vous plaît. Donc là, je vous présente quelques réalisations qui ont été faites par nos équipes de charpentiers. Donc, on travaille beaucoup sur des zones naturelles pour pouvoir les mettre en valeur. Le souhait étant d'attirer, effectivement, d'offrir une offre touristique intéressante. On réalise ce qu'on appelle des cheminements doux, des pontons, observatoires, des palissades d'observation, tout ce qui est attrait au bois. Et on va les travailler principalement, suivant les zones sur lesquelles on travaille, sur des pieux battus ou des pieux vissés. Les essences bois qu'on utilise, aujourd'hui, on va se restreindre uniquement aux chênes et aux robiniers, parce qu'on sait que le robinier, par exemple, a des capacités de résistance largement similaires au teck, donc on oublie et on ressortira tous les bois exotiques. Ces éléments que je vous présente ici, on les décline aussi bien dans les parcs naturels pour les collectivités, mais c'est valable en ville, chez les particuliers comme chez les privés. Au milieu à droite, là, vous avez une représentation d'une terrasse qu'on vient de terminer il y a 3 semaines pour un hôtel-gîte dans le Ventoux qui s'appelle le Nesc. Sinon, vous voyez qu'on intervient. On est intervenu sur la source du fleuve Var dans le 06, dans les Alpes-Maritimes. On travaille aussi dans le Gard sur les étangs de la Capelle et Masmolène. Voilà, ce sont quelques réalisations. La slide suivante, s'il vous plaît, Sabrina. Alors, une fois que l'offre touristique existe et qu'on peut donc faire venir des nouveaux clients, entre guillemets, il va falloir aussi penser à protéger ces espaces naturels. Donc là encore, il faut les rendre accessibles par l'ouverture de sentiers, ce qu'on réalise régulièrement, mais aussi par la sécurisation de ceux-ci et la protection des sites naturels. Alors, on ne s'est pas fait beaucoup d'amis récemment, puisqu'on a travaillé dans le parc national des Calanques, où on a quadrillé les sentiers, justement, pour pouvoir canaliser tous les touristes. C'est quelque chose qu'on a aussi réalisé sur la plage de Bauduc, où il y a des fans de kitesurfers qui viennent, mais directement en voiture sur la plage et qui ont tendance à abîmer tous les systèmes dunaires, etc. Donc, on va mettre en place ce qu'on appelle des poteaux de contention, des poteaux fils, etc., des bornes directionnelles, et faire en sorte qu'on puisse effectivement accueillir convenablement les touristes, mais aussi vraiment apporter une protection efficace auprès de la nature. Donc, si vous avez des projets d'ouverture de sentiers, n'hésitez pas à nous contacter. On a cette expérience-là. Enfin, la dernière slide. Donc, on revient en fait sur l'origine du métier, qui était la restauration des milieux naturels.
je vous ai parlé de lutte contre l'érosion dans les rivières. En fait, on travaille depuis 1996 avec des techniques de génie végétal pour conforter et restaurer des berges des cours d'eau ou les berges des étangs. Le génie végétal seul, on l'utilise sur des cours d'eau qui sont relativement calmes. Après, dès qu'on va passer sur des cours d'eau à régime torrentiel, on va travailler avec des techniques mixtes qui vont allier du végétal avec du bois ou avec de la pierre, entre autres ce qu'on appelle des gabions, qui sont des cages métalliques dans lesquelles on va insérer ces pierres. Dans les cours d'eau, les gabions sont des cages qui sont souples, donc qui s'adaptent aux modifications du terrain. Et ces gabions, on peut les sortir et en faire des gabions électrosoudés durs pour réaliser des murs de clôture, des murs anti-bruit, etc. La phytoépuration, elle est venue naturellement chez nous. On a démarré il y a 4 ans. Pourquoi? Parce qu'on utilise beaucoup les plantes hélophytes dans les cours d'eau et on connaît leur capacité épuratrice. Donc, on les a récupérées. On s'est formé auprès d'un bureau d'études qui s'appelle Doucet. Et donc, depuis 3 ans maintenant, on installe des systèmes de phytoépuration non collectifs qui ont les agréments ministériels nécessaires, mais aussi semi-collectifs à partir du moment où on déplace les capacités EH21, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, sont les équivalents habitants. Et cette phytoépuration, ces systèmes d'assainissement naturel par les plantes, fonctionnent effectivement très bien à la fois pour les effluents domestiques et non domestiques. Donc, on répond aussi à des projets agricoles ou industriels, voire phytosanitaires. Et ensuite, nous réalisons, il y a longtemps qu'on a mis ça en place, des bassins d'agrément à filtration naturelle. Donc, c'est des systèmes par lagunage. Voilà, c'est quelque chose qui est maîtrisé, qui fonctionne aujourd'hui. Vous en avez déjà entendu parler tout à l'heure par de divers témoignages. Et voilà, les principales activités que nous proposons pour cette offre écotouristique. Dernière chose, je précise qu'on est une PME de 45 salariés. On est situé à Lambesc et on travaille principalement sur le pourtour du bassin méditerranéen. Voilà. Merci beaucoup, Stanislas. C'est vrai, on pourra y revenir tout à l'heure, mais les solutions notamment que vous proposez par rapport, par exemple, à toutes les problématiques qu'on a vécues lors de la dernière saison, on en reparlera tout à l'heure, sont complètement adaptées à ça. Mais je vais laisser la place donc à notre prochain intervenant et on va revenir après aux questions. Damien, est-ce que vous êtes là, Damien Oursel? Oui, il fait juste que je rallume le micro. Ok, super Damien. Damien, donc vous allez nous parler d'une éco-solution super intéressante qui est celle de faire ses propres produits ménagers. Alors, je vais vous laisser vous présenter et je vais faire défiler vos slides. Super, merci. Alors, donc, effectivement, il s'agit de faire ses propres produits ménagers, mais contrairement à l'expérience que vous pouvez avoir habituellement avec les recettes de grand-mère à base de vinaigre, de bicarbonate, etc., où on ne sait pas trop qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'on a le droit de mettre sur quelle surface, qu'est-ce qu'on a le droit de mélanger, etc. Nous, on est sur plutôt faire ses propres produits ménagers au sens où SodaStream vous permet de faire votre propre pétillante, quoi. C'est hyper simple et en 2-3 clics, mais on va rentrer dans le détail avec mes slides, s'il vous plaît. Hop. Alors, donc, le constat sur les produits ménagers, moi, c'est un constat que j'ai vécu l'année dernière pendant le premier confinement. Je me suis retrouvé avec mes 3 petits-enfants, j'ai 3 petits garçons, dont le plus grand avait 4 ans, à la maison, à faire des repas matin, midi et soir avec eux. Donc, on a beaucoup fait le ménage avec ma femme. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait grosso modo 2 options dont aucune n'était satisfaisante. Soit vous avez des produits qui sont des produits avec plein d'agents toxiques, qui sont efficaces, hein, mais il y a plein d'agents toxiques et tout ça, c'est emballé dans du plastique à usage unique et on transporte beaucoup d'eau, un produit par surface, un produit par usage, etc. Soit vous essayez de faire des recettes de grand-mère et là, vous ne maîtrisez pas trop l'efficacité et en fait, vous vous rendez compte que vous produisez encore du déchet.
typiquement, le vinaigre, en fait, c'est encore une bouteille d'eau au plastique qu'on va devoir jeter, etc. Donc, c'est bio, mais ce n'est pas vraiment écolo. C'est-à-dire qu'on produit encore du déchet, on a encore un impact carbone qui est important et d'autres impacts sur l'environnement. Donc, voilà. Donc, du coup, on s'est demandé avec mes associés ce qu'on pouvait faire. On a trouvé une solution qu'on a adaptée. Voilà, vous pouvez passer au slide d'après. Alors, c'est un produit qui va être nettoyant, détergent, qui peut remplacer le gel hydroalcoolique, qui désodorise, qui dégraisse et qui désinfecte. Quand je dis désinfecte, c'est que ça passe toutes les normes attendues aujourd'hui, notamment dans le contexte sanitaire. Et sur la partie virucide, on la passe en 30 secondes sans rinçage sur surface propre. Voilà. Là où, si vous regardez vos produits qui sont avec des ingrédients beaucoup plus discutables, en général, on est plutôt sur des applications entre 5 et 15 minutes sur la partie virucide. Comment ça marche? Vous avez une petite machine. Alors là, si vous regardez la caméra et pas pas la présentation, là j'ai la petite machine en main. Vous voyez, elle est vraiment toute petite. Dans cette machine-là, vous mettez une dose de concentré qui est livrée dans un petit flacon de 50 ml. Vous mettez de l'eau du robinet jusqu'au trait, vous branchez et vous appuyez sur le bouton. Et ensuite, après, vous pouvez aller faire des pompes, lire un bouquin, etc., faire ce que vous voulez. Vous avez quasiment 12 minutes devant vous en attendant que la réaction se fasse. Pardon. Et au bout de 12 minutes, ça flash en blanc. Alors, je ne vois plus mes slides. Pardon. J'y reviendrai, c'était juste pour qu'on vous voit mieux. Ah oui, voilà, voilà la machine. Voilà. Et donc, en 12 minutes, après, la réaction est terminée et vous avez un produit qui est désinfectant, détergent, certifié, avec des temps records sur le volet désinfection et un agent actif. Je crois que je rentre dans le détail dans les slides d'après. Donc, je vais vous reparler. Voilà. Je vous remonte la machine une dernière fois. Vous voyez, elle est toute petite, elle fabrique des batchs de 350 ml. OK. On revient au slide. Voilà, vous pouvez passer au slide d'après, du coup. Donc, nous, aujourd'hui, on est une solution qui est sans déchets, avec 100% d'ingrédients naturels, puisque dans le concentré, il y a du sel et du vinaigre, et un colorant organique. On est sûr et efficace, c'est-à-dire qu'on a un produit qui est efficace sur toutes les surfaces pour l'effet nettoyant, qui ne laisse pas de traces, qui désodorise, etc. Et sûr dans la mesure où, en fait, il n'y a aucun pictogramme de danger, on n'est pas corrosif. Si vous en mettez dans les yeux, vous n'allez pas vous trouver la rétine. Si vous en buvez une gorgée, c'est équivalent à boire la tasse dans une piscine, donc c'est pas bon, hein, c'est pas très bon, il ne faut pas le faire, mais vous n'allez pas vous perforer l'estomac. Et les recharges sont livrées en boîte aux lettres. Quand vous avez un petit flacon, donc là vous voyez le petit flacon à gauche, ça vous permet de faire 20 sprays de 350 ml. Mais pour les professionnels, on a un flacon de 100 ml qui permet de produire jusqu'à 14 litres de produits ménagers. Et c'est juste contenu dans ce petit flacon-là avec 100 ml dedans. Pas besoin d'équipement de protection, on utilise du robinet et on a un biocide certifié, mais sans allergènes et sans pictogramme de danger. Voilà, et sans perturbateurs endocriniens, sans éléments cancérigènes, etc. Bref, il n'y a pas d'agent toxique, pas de corrosivité, alors qu'on est un désinfectant certifié. Voilà, le slide d'après, s'il vous plaît. Donc, je vous ai remis à gauche les temps de passage et à droite l'efficacité nettoyante. On est équivalent Carolin, plus efficace que le vinaigre, plus efficace que de l'arbre vert et on est applicable sur toutes les surfaces qui supportent l'eau. Donc, enfin, là, globalement, il y en a beaucoup, quoi. Voilà, vous pouvez passer au slide d'après, s'il vous plaît. On a aujourd'hui, notre machine, là, il y a 400 machines qui ont été commercialisées et on a eu des tests, on a fait des tests avant sur la machine. Les tests en crèche, dans des hôtels, dans des restos, chez des particuliers, chez des testeurs de produits, etc. Les retours sont hyper positifs, que ce soit sur l'ergonomie, sur l'efficacité du produit, sur le fait qu'on sent bien que le produit est à la fois efficace et pas agressif. Voilà, donc pour l'instant, les retours des utilisateurs sont hyper positifs. Le slide d'après, s'il vous plaît. Et alors, du coup, notre offre, pour vous expliquer en quoi elle constitue, c'est vous avez un flacon spray.
alors, vous avez la machine pour transformer le concentré naturel et l'eau du robinet en un produit désinfectant certifié sans danger, sans déchets. Vous avez du concentré qui coûte 20 €, comprend 100 millilitres et vous permet de fabriquer 14 litres de produit. Ce qui fait du coup qu'en fait, ça sort à moins de 1,50 € le litre de produits ménagers désinfectants et qui vous permet du coup d'envisager le fait que la machine est un investissement que vous allez amortir très rapidement et ensuite ça va vous coûter beaucoup moins. Et ensuite après c'est des accessoires, hein. Il y a une boîte pour ranger la machine et pour qu'elle soit transportée en sécurité sans se casser. Il y a un flacon spray qu'on peut vous vendre soit vous en avez besoin, soit vous n'en avez pas besoin, soit vous en avez besoin de 10. On s'adapte pour l'appliquer sur toutes les surfaces et il y a un petit testeur pour vérifier que la solution est encore active. Alors, à quoi ça sert, ça? Là, ça a vraiment un impact environnemental, en plus du zéro déchet, des moindres ressources qu'on va prélever, du fait qu'on ne transporte pas d'eau, etc., etc. Un des gros enjeux avec les produits biocides et désinfectants, c'est les rejets que vous allez avoir dans les eaux usées. Et derrière, c'est que vous allez avoir en fait des effets rémanents. Si vous mettez de l'eau de javel dans vos toilettes, derrière, en fait, ça va perturber votre fosse septique. Ou dans les eaux usées, vous allez mettre vous allez rejeter des agents biocides qui vont perturber tous les micro-organismes qu'il y a dans l'eau. Nous, en fait, l'agent actif qu'on va aller chercher, il est hyper efficace et donc on va chercher des concentrations super faibles. Et ces concentrations-là, elles nous permettent à la fois de passer des tests, donc on est efficace, on est biocide, mais vu que la concentration est très faible, en fait, 10 cm après votre niveau d'eau dans les toilettes, il n'y a plus d'agents actifs. Donc du coup, sur les rejets toxiques, on arrive à avoir un truc qui est beaucoup plus sain pour l'environnement. Et le dernier point, c'est que si jamais vous avez une solution et que vous voulez plus, vous voulez pas, vous voulez la jeter, mais vous voulez être sûr qu'elle soit désactivée, en fait, notre produit il se désactive au soleil. Il se désactive en 24 heures au soleil. En fait, les UV du soleil désactivent le produit. Et donc, chez vous, dans votre maison, le produit il est efficace 15 jours, une quinzaine de jours. Si vous le conservez à l'ombre, il sera efficace jusqu'à un mois. Mais si vous voulez le désactiver, il suffit de laisser une journée au soleil pour qu'il soit désactivé. Dans ce cas-là, vous pouvez le re-rejeter dans l'eau et ce ne sera plus que de l'eau, du sel et du vinaigre. Voilà. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on a vendu on a 400 machines qui sont dans la nature et on continue à les produire dans des ateliers de réinsertion pour handicapés à Marseille. On a une start-up qui est basée à Aix-en-Provence et on a déjà des premiers retours de restaurants et d'hôtels qui sont ravis de l'utilisation et du fait d'avoir vidé leur placard, remplacer tout ce qu'ils avaient comme produit avec des déchets plastiques, transport d'eau, agents toxiques par cette solution-là. Ils sont hyper satisfaits, donc j'ai assez hâte de pouvoir vous faire tester ce produit-là et de vous aider à faire le grand ménage de vos placards. Voilà. Encore d'autres témoignages, mais voilà, je pense qu'on est bon sur la présentation, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, pour l'instant, en fait, Damien, cette solution n'est que pour les professionnels. Cette solution, elle est disponible pour les professionnels et les particuliers. Et les particuliers. Ouais. D'accord. On est à peu près aujourd'hui, on a 40% d'utilisateurs professionnels et 60% d'utilisateurs particuliers. Et les professionnels, c'est grosso modo tous les espaces immobiliers sur lesquels il y a des fortes contraintes d'hygiène et sanitaire, mais on est plutôt sur des surfaces immobilières pas forcément énormes, parce qu'on produit des petits batchs de 350 millilitres. Donc, des restaurants, des cabinets médicaux, des hôtels chambres d'hôtes, des petits commerces, des petits bureaux, des salles de sport, des salles de yoga, des salons de beauté, de coiffure, etc. Voilà. D'accord. Et on peut commander directement en allant sur votre site. Et aujourd'hui, vous pouvez commander directement sur notre site et on vous livre dans la semaine. Par contre, c'est un site qui est encore un site provisoire de e-commerce. On aura un beau site de e-commerce à partir de début juillet. Et si vous avez des demandes spécifiques, et c'est souvent le cas sur les professionnels, je pense que le mieux, c'est qu'on prenne le temps de discuter ensemble pour qu'on comprenne un peu vos besoins et dans quelle mesure Blue peut rentrer dans votre routine de produits ménagers. Voilà.
Et comment vous communiquez au fait pour vous faire connaître et pour que soit les pros ou les individuels découvrent cette solution? C'est une très bonne question. Je pense que le jour où j'aurai fait, à chaque fois qu'on arrive à parler de notre produit et du concept, les gens sont plutôt séduits par l'idée et la praticité, etc. Donc, en fait, on a un vrai sujet sur plus on en parle, plus on a de commandes et d'utilisateurs, quoi. Donc, bah, si vous avez une recette miracle, je suis preneur. Bon, ben, on va y réfléchir. Alors, donc si vous avez des questions, notez-les, on reviendra à toutes les questions. Donc, je vois quand même que l'on parle de vous au niveau de la presse. Et du coup, bah, merci beaucoup, Damien. On va passer donc à notre troisième intervenant, François. Alors, c'est toujours bien maintenant de mettre une image sur les personnes avec qui on a échangé par mail. Donc, François, donc, vous allez aussi nous proposer une solution éco-responsable au niveau des sanitaires bas carbone. Mais franchement, c'est quasiment des sanitaires paysagers que vous proposez. Peut-être que vous pourrez échanger avec Jenny, parce que c'était un des points noirs qu'avaient ces touristes par rapport aux sanitaires. François, c'est à vous. Oui, je vous remercie. Et on va désactiver. Si on peut passer au premier slide, je vous prie. Donc, je vais vous parler de Sanibio. Donc, Sanibio, c'est une gamme de sanitaires modulaires qui est donc un produit, un équipement de la société Plein Air Eco-Concept. Donc, Plein Air Eco-Concept, nous sommes basés maintenant à Marseille. François, alors je ne sais pas si c'est pour les autres, mais moi j'ai juste un écho. Il y a beaucoup d'écho en fait. Alors, je ne sais pas si pour vous c'est OK, mais du coup, parce que pour l'enregistrement, on ne va pas vraiment… est-ce que c'est un peu mieux de cette manière? Oui, quand vous êtes un peu plus proche, oui. Allez-y. Voilà. Donc, des sanitaires, une gamme de sanitaires modulaires. Nous intervenons dans le monde de l'hôtellerie de plein air en particulier et le monde plus général de l'industrie du tourisme. Et on a fait, il y a maintenant quelques années, le constat du fait que beaucoup de sanitaires présentaient toujours une esthétique, je dirais, similaire avec des choses très traditionnelles. Et nous avons voulu proposer des équipements avec une intégration paysagère qui pouvait avoir une bonne intégration paysagère et qui seraient des bâtiments éco-conçus, donc une gamme à ossature bois. L'idée est de proposer vraiment des sanitaires qui sortent de l'ordinaire et qui vont pouvoir, entre plusieurs modèles de différentes tailles, puisqu'on commence à des modèles de moins de 4 mètres carrés, pouvoir installer des sanitaires de 4 à 15 mètres carrés sans permis de construire ou avec permis de construire lorsqu'on en intègre plusieurs pour permettre de répondre aux besoins des campings et avoir des sanitaires au plus proche des emplacements. Donc, on est sur des sanitaires qui intègrent, outre le fait qu'ils soient bâtiments bas carbone, mais on intègre bien évidemment tout ce qui est robinet à économie d'eau, et on propose de manière systématique le fait de pouvoir, pour les douches notamment, faire de la production d'eau chaude sanitaire avec du solaire thermique. Si on peut avoir le slide suivant. Donc, on est sur un procédé constructif traditionnel qui est du bâtiment ossature bois, mais qui a pour particularité, vu que nous sommes un bâtiment modulaire, d'être posé sur un châssis en acier qui permet de déplacer et de livrer le bâtiment avec un camion de grue. Ça permet quoi? Ça permet de s'installer dans des zones qui ont des problématiques de PPRI, mais aussi dans des zones sans dalles,
puisque nous avons juste besoin de plots. On n'a pas besoin de faire une malle pour construire nos modules. Excusez-moi, je vais juste soulever un correctif. Voilà pourquoi on pense que la construction modulaire présente beaucoup d'intérêt, c'est qu'elle évite aussi les travaux et la gêne que l'on peut avoir dans le cadre de travaux. Est-ce qu'on peut avoir la slide suivante, je vous prie? Donc, dans notre idée de proposer des sanitaires modulaires, c'est de répondre à la totalité des besoins de nos clients, tout en simplifiant l'acte de construire. C'est-à-dire qu'avec plusieurs modules qui comprennent des cabines sanitaires comme on fait dans l'hôtellerie plein air, eh bien on peut, avec des modules de 3, de 4, de 5 ou de 6 cabines, aménager des sites et proposer par notre bureau d'études d'avoir des sanitaires parfaitement adaptés à leurs besoins. On va peut-être passer rapidement sur cette slide. Et la suivante, puisqu'on a aussi une gamme que nous avons lancée il y a maintenant 3 mois. L'idée, voilà, c'est d'arriver à aménager des sanitaires qui ont une meilleure intégration dans la nature, qui ont, je dirais, une praticité d'utilisation en termes de nettoyage et qui vont, je dirais, intégrer une nouvelle façon de voir les sanitaires, parce que lorsqu'on est sur des terrains de camping, mais aussi, ça peut être le cas dans des établissements sportifs ou des établissements culturels, des parcs et jardins, des golfs, des zones de sport, on est toujours sur des sanitaires traditionnels qui sont plutôt en général les bâtiments les moins réussis et pour lesquels auxquels on a accordé peu d'intérêt architectural. Nous, l'idée, c'était d'avoir vraiment une gamme qui sort de l'ordinaire, parce qu'on peut, avec du bâtiment modulaire, offrir une solution constructive, compétitive, très compétitive par rapport à la construction traditionnelle dalles béton, murs par pain, toiture charpente, intervention de la plomberie, du carrelage, de la peinture, de l'électricité, et avoir des chantiers qui durent plusieurs mois, au lieu d'avoir quelque chose qui est livré, qui est prêt à poser, qui est raccordé en 3 jours, sur la base de plots. Donc, lorsque dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, on va rendre le terrain à son usage naturel, puisque je rappelle que nous intervenons sur des sites de camping, possiblement ou pas, je dirais rendre à leur état, on va retrouver sans travaux de démolition et avec un bâtiment qui est entièrement recyclable, puisqu'on est sur de l'acier et du bois, sur la partie principale, avoir quelque chose qui permettra au terrain de retourner à son usage d'origine sans travaux de démolition. On peut voir les 2-3 slides qui restent rapidement. Voilà, l'idée, c'est d'avoir des sanitaires. Ça, c'est un projet que nous avons fait pour une île, donc en l'occurrence Belle-Île au large du Morbihan, en face de Quiberon. C'est les sanitaires du port. C'est voilà, l'idée de montrer qu'on peut faire des sanitaires pour accueillir des plaisanciers, par exemple, et qui auront une esthétique particulière qui fait que les gens vont venir dans des sanitaires et vont dire « Waouh, ils sont jolis ces sanitaires ». En tout cas, on espère cette réaction. Si on peut avoir la dernière slide, on a la capacité avec notre bureau d'études interne de proposer des projets de sanitaires qui vont intégrer de l'eau chaude solaire thermique, de la production d'énergie renouvelable, avec, je dirais, une intégration dans la nature facilitée. Voilà, j'ai terminé, je vous en remercie. Merci beaucoup, François. C'est en effet une expérience super intéressante. Comme quoi, aujourd'hui, on peut vraiment évoluer vers des solutions, et elles sont nombreuses, qui respectent la nature. Et en vous écoutant déjà tous les trois, je me disais que finalement, la meilleure façon d'éduquer le visiteur, et on a un vrai travail, je pense, à faire là-dessus, c'est déjà de l'accueillir dans des espaces
différents, des espaces beaucoup plus naturels, etc. Et après, c'est comment on va lui communiquer et comment on va lui faire comprendre tout le travail et tout le génie qu'il y a derrière. Et on reviendra vraiment aux questions tout à l'heure. On va continuer donc notre présentation. Et donc, Lisa, est-ce que oui, elle est là, Lisa Je suis là. Delvio. Alors, Lisa, vous allez nous présenter une autre éco-solution aussi qui est hyper intéressante au niveau des sols, de la végétalisation et notamment des sols des parkings. Donc, je vous laisse la parole. Je vais désactiver mon micro. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez, tout est OK? C'est OK. Bon, eh bien, bonjour à tout le monde. Je vais vous présenter aujourd'hui un procédé que nous, on appelle un procédé d'éco-conception qui s'appelle le Via Verde et qui est une solution, une marque de l'entreprise Viasol, entreprise Viasol pour laquelle je suis directrice. C'est une société qui est basée dans la Drôme, à Livron-sur-Drôme. On est un petit fabricant, petit industriel qui développe des procédés pour les bétons d'aménagement de sol urbain. On n'a pas beaucoup de gamme de produits, on en a 4 et aujourd'hui, je vais vous parler d'une qui est le Via Verde, qui est un procédé qu'on a breveté depuis une petite dizaine d'années. Voilà, je vous laisse passer la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, le Via Verde, c'est une... alors, celle d'après aussi directement. Parfait. Alors, celle d'avant. Donc, le Via Verde, c'est un procédé de sol perméable, alvéolaire et monolithique. Monolithique, j'appuie là-dessus parce que c'est vraiment ce qui fait la différence avec tous les procédés qui sont mis en place un petit peu partout en France et ailleurs. Quand on se gare sur un parking qui se dit vert et perméable, on s'est tous garés sur des parkings qui ne l'étaient pas forcément. Donc, nous, on a développé ce procédé-là il y a une dizaine d'années grâce au retour d'expérience, des maîtrises d'ouvrage, des maîtrises d'œuvre et par ricochet des usagers, notamment sur les zones de parking et les zones de voies de service. Voilà. Alors, je vous laisse passer la slide d'après. Ce que nous, on fabrique chez Viasol, c'est le moule en carton. Le Via Verde, en fait, c'est cette espèce de grosse boîte à œufs que vous voyez, qui fait 60 cm par 80. Alors, je ne sais pas si la caméra est activée ou pas. Vous me voyez? Alors, le moule Via Verde, c'est ce moule-là. Je n'arrive pas à voir, moi, mais bon. C'est une grosse boîte à œufs, donc, qui est fabriquée en France à base de papier carton recyclé. Je vous ai repassé en plein écran si vous pouvez la remontrer au groupe. Hop. Voilà, comme ça on verra. Okay. Là, elle est coupée. Donc, en fait, c'est un moule perdu. Ce que nous, on fabrique, c'est ça. C'est fabriqué en France. C'est un produit qui est 100% biodégradable. Et comme c'est un moule qui sera perdu sous la dalle de béton, on ne se voyait pas le réaliser avec un matériau qui laisserait des traces. Donc, aujourd'hui, c'est un moule qui va avoir une durée de vie d'à peu près 6 mois et qui va finir par se désagréger dans le mélange de terre et qui va faire même office un petit peu d'engrais, on va dire. C'est le même principe que les bacs de compost. Voilà. Donc, c'est un moule qui existe en 2 hauteurs, en 12 cm, qui permet de réaliser une dalle de 12 cm pour les parkings VL et en 15 cm pour tout ce qui est voirie de service. Je vous laisse passer la slide d'après. Voilà, donc ce que je disais, c'est que c'est un procédé qu'on met beaucoup en œuvre. Vraiment, 90% de nos chantiers sont des zones de parking et on a aussi des aménagements un petit peu plus spécifiques, comme on voit sur la photo d'en haut à gauche, où là, on est sur une zone d'accès de véhicules pompiers dans le centre-bourg d'un village. Récemment, on est en train de faire un chantier là dans l'est de la France où on est sur les accès de camping-car pour un camping. Les camping-cars vont aller se garer. Il y a une petite partie de voirie
que la maîtrise d'ouvrage souhaitait végétaliser. Mais comme un camping-car reste quand même un véhicule assez lourd, on est dans un siècle où on a encore des véhicules qui ont 4 pneus et des véhicules qui font au moins 1 tonne. Aujourd'hui, il faut un revêtement qui soit pérenne et qui soit stable. Donc, ils ne souhaitaient pas mettre en place des solutions modulaires. Donc, ils se sont dirigés vers le Via Verde pour cette raison-là. Alors, on peut aller à la slide d'après, s'il vous plaît. Voilà, donc ça résume un peu quand nous, on parle du Via Verde, les premières réactions qu'on a, c'est « mais de toute façon, les parkings végétalisés et perméables, ça ne marche jamais ». Donc, effectivement, on a quelques exemples que vous voyez là, voilà, qui ne sont pas exhaustifs, hein, mais je pense qu'on s'est tous retrouvés un jour sur un parking qui était censé être vert et perméable et qui ressemblait plutôt aux photos qu'on a là. Donc, je vais vous expliquer dans les slides d'après pourquoi le Via Verde est différent. Tout à l'heure, quand j'ai commencé à vous parler du Via Verde, j'ai insisté sur le fait qu'il était monolithique. Donc monolithique, pour ceux qui n'auraient pas forcément le jargon technique des aménagements routiers, c'est coulé en place. C'est-à-dire qu'on a 2 grandes catégories de matériaux. On a les préfabriqués, modulaires, qui sont fabriqués en usine, livrés sur chantier et posés. Et on a les matériaux coulés en place qui sont faits avec les tout-pieds à béton qu'on voit approvisionner les chantiers, Lafarge, Vicat, Cemex et tous ces fabricants de béton. Donc nous, notre moule en carton est posé sur un fond de forme et on vient couler ensuite ce béton-là. On a des alvéoles et une dalle, on a des alvéoles qui font une ouverture de 15 cm de diamètre. C'est énorme par rapport à ce qui se fait sur du modulaire où on a des ouvertures qui font plutôt voilà, 5 cm sur 5 ou pour des gens qui ont des petites notions de paysage, c'est très compliqué pour qu'un système racinaire puisse se développer dans si peu de terre. Donc nous, quand on a développé ce procédé-là, ce qu'on voulait, c'est une grande alvéole, une grande surface, un grand volume qui permette au mélange de terre et aux racines de se développer et de pouvoir survivre à un été sans pluie, sans arrosage bien sûr, et également à du passage de véhicules. Donc l'alvéole qui fait 15 cm de diamètre en forme de trèfle, elle a été pensée pour des pneus de véhicules de notre siècle, de façon à ce que le pneu ne soit jamais en contact avec la partie racinaire du végétal. Et c'est les photos que vous voyez là qui illustrent un petit peu ce que je viens de vous dire. Voilà, on peut passer à la slide d'après. L'avantage que ce soit monolithique, il y en a d'autres. Sur les premières photos que vous avez vues des parkings, vous pouvez voir qu'on propose souvent une configuration où on a des espaces, on laisse des zones pleines entre les places. Alors certains vont dire oui, vous faites ça parce qu'au moins le véhicule ne roule pas sur le verre. Et en fait, ce n'est pas du tout pour cette raison, puisqu'on a des parkings qui sont 100% en alvéole. Mais comme aujourd'hui, on travaille sur beaucoup de typologies de parking, on travaille sur du parking de centre-bourg, sur du parking de maisons de retraite, d'écoles, de centres commerciaux. Et le fait d'avoir cette solution monolithique et de pouvoir placer les moules où on le souhaite permet de réaliser un parking qui est très lisible. Le fait de laisser ces bandes lisses, on va de 1 donner du confort à l'usager, c'est-à-dire qu'il va se garer naturellement au-dessus des alvéoles. Il va pouvoir descendre sur les zones pleines, ce qui est beaucoup plus confortable, surtout pour nous, mesdames, quand on met des talons. C'est jamais très agréable de marcher dans du végétal. Donc là, on descend sur les zones pleines en béton. D'autre part, on limite encore l'apport d'autres prestations ou d'autres matériaux parce que sur 98% de nos chantiers qui sont réalisés suivant la configuration que vous avez en haut à droite, c'est-à-dire avec ces espacements entre les places, on ne fait plus de marquage au sol. Voilà, le fait d'avoir le végétal et le chasse-roue, le bute-roue en nez de place, ça suffit pour que le parking soit très lisible et tout le monde se gare bien. Il y a une autre notion qui est assez intéressante et qui permet d'être un argument parce que c'est monolithique. Comme c'est monolithique, on a un revêtement qui est complètement plan. Donc pour tout ce qui est entretien, notamment les tontes et le balayage,
on n'a pas le problème de l'agent qui va vous appeler en vous disant « Ah ouais, mais là, j'ai un pavé qui est plus haut que les autres, j'arrive pas à passer ma tondeuse, j'arrive pas à tondre. » Là, on est vraiment sur quelque chose qui est très facile à entretenir avec les matériaux classiques. Ouais, ouais. Voilà. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a Ouais. qui parle au téléphone. Ouais. Vous pouvez couper vos micros, Ouais. s'il vous plaît. Eh bien ça, si on peut en avoir, moi j'ai essayé de faire ça, parce que Talois il proposait, je trouve que c'est pas idiot, on prend la Dacia, on met tout le matos dedans, et après il y a une personne qui dort dans la Dacia, hein, c'est pas un souci ça. Et, quelqu'un qui a son micro d'allumé, merci de couper vos micros, parce que là on est passé à autre chose. C'est tout bon. Lisa? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend, mais la personne n'a toujours pas... Ah oui, d'accord, ça va, ok, ça va. Non, mais il n'y a pas de souci. Sandrine, c'est Sandrine. Oui, non, il n'y a pas de... Voilà, ça y est, bon. j'ai trouvé. Donc tout à l'heure, voilà, on parlait de produits d'éco-conception. Donc nous, quand on a développé ce procédé-là, c'était vraiment dans le but d'un procédé d'éco-conception. De un, comme je le disais tout à l'heure, on a choisi le matériau de la cellulose. On fait fabriquer ce moule dans une usine qui est en France et qui s'occupe de récupérer le papier et le carton dans un périmètre de 100 km autour de cette usine-là. Et on a un moule qui ne laissera plus de traces, qui est 100% issu du recyclage et donc 100% biodégradable, fabriqué en France. Le Via Verde est un... Alors, on peut revenir sur la slide d'avant, s'il vous plaît. Voilà. On donc revient interactif parce qu'il ne nous reste plus que 10 minutes. Il y a encore une intervention et il faudrait qu'il y ait un temps pour les questions-réponses. Allez, je fais vite. Donc, c'est par rapport au béton, l'avantage du béton coulé en place, c'est que peu importe le lieu de votre chantier, on utilisera les matériaux les plus locaux possibles. Et aujourd'hui, on parle même de réutilisation de granulats recyclés, et c'est complètement compatible avec le Via Verde. Autre chose, j'appuie juste là-dessus parce que par rapport au secteur du tourisme, et notamment au confort des usagers. Aujourd'hui, les parkings, c'est souvent des zones qu'on dit froides, qui ne sont pas très agréables, qui sont des tapis d'enrobés noirs. Et quand on est en été, ce n'est pas agréable de descendre sur un parking où il fait chaud. Aujourd'hui, le Via Verde a vraiment cette capacité d'amener de la fraîcheur sur les parkings. Et on l'a sur cette photo en prise de vue thermique que vous avez en bas à gauche. Voilà, on peut passer à la slide d'après. Pour tout ce qui est gestion de l'eau, c'est un procédé, en plus d'amener du végétal et d'amener vraiment de la fraîcheur à vos parkings, c'est un procédé qui permet de gérer une grosse partie des eaux de pluie. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde entend parler des gestions alternatives des eaux de pluie. Il faut arrêter de faire des bassins énormes qui ne sont jamais utilisés, renvoyer les eaux de pluie dans des réseaux qui sont déjà complètement encombrés. Ce n'est pas la solution et on le voit encore aux informations ces dernières semaines. Aujourd'hui, pouvoir infiltrer au maximum et renvoyer l'eau qui tombe directement dans les sols, c'est une des meilleures solutions alternatives. Et d'ailleurs, on est illustré dans le nouveau guide des revêtements perméables qui a été édité par Plantécité Ingénierie. On est référencé dans ce guide-là pour la mise en avant de la gestion des eaux de pluie par le Via Verde. Voilà. Et donc, on a énormément de chantiers en France. De plus en plus, la carte n'est pas à jour. On voit bien que la partie sud de la France a été un peu plus colonisée par les références en Via Verde, mais comme le procédé a été développé à Valence, on va dire que ça a commencé à faire des petits autours et que aujourd'hui, c'est en train d'aller un peu partout en France. Et donc là, dans la présentation, je pense qu'elle vous sera communiquée. Vous avez pas mal de liens vers des vidéos de visites de chantier, de mise en œuvre, etc. Alors, oui, tout à fait. Tout est communiqué, notamment dans le catalogue qui vous est déjà partagé dans le chat quand on reviendra en plénière et que vous allez recevoir par mail où toutes les éco-solutions ont été partagées avec tout le monde. Lisa, merci beaucoup. Au fait, on a plein de questions à vous poser, mais je vais laisser la parole à notre dernier intervenant. Il nous reste en tout 7 minutes, comme ça on va laisser un petit peu de temps donc, à l'échange. Green Holidays, donc c'est Olivier, je crois, qui va... Oui. Ok. Vous m'entendez, vous me voyez ?
Oui, alors vous vouliez nous partager une autre que ça, en fait, c'est ça, Olivier? Oui, c'est vrai qu'on a manqué un peu de temps pour vous envoyer quelque chose de plus détaillé. Donc, Ok, si on peut vous partager l'avez sous la l'écran. main là? Donc Oui, je oui. sors tout simplement du partage d'écran et voilà, juste il faudra respecter le temps, Je ne peux pas partager. si vous pouvez maintenant. Ça y Ah, est. merci. Ça y Ça y est, est. moi je sors pour que vous puissiez. Très bien. Bonjour. Alors déjà, je voulais féliciter tous les intervenants d'avant parce qu'ils vont vraiment dans le sens de ce que nous proposons, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui des concepteurs, constructeurs et exploitants de sites de tourisme durable. Donc, on englobe un petit peu toutes ces solutions et on les agrège sur des projets novateurs de tourisme, ce qui va dans le sens évidemment de toutes ces journées qui nous attendent. Ça veut dire qu'on va aujourd'hui penser dès la conception des implantations de nouveaux sites de tourisme, donc ce qu'on appelle des sites en greenfield sur des terrains vierges, pour avoir une réflexion bas carbone dès la conception dans un modèle de sobriété. Évidemment, c'est à mettre en opposition au modèle du tourisme de masse, hein, puisqu'il est quand même malgré tout à combattre, même si il faut un marché pour tout le monde. On ne peut plus aujourd'hui voir se développer dans nos communes rurales notamment des sites qui sont de 300, 400, 500 bungalows collés les uns aux autres, avec tout le problème que ça présuppose au niveau de la gestion des flux dans des villages qui souvent ont moins d'habitants que de clients de ces sites en pleine saison, la gestion des énergies, la gestion des déchets, etc., etc. Donc, nous avons une société qui s'appelle Mega, qui est immatriculée à Marseille, qui est une société mère, peu importe le nom. Par contre, le projet et les établissements s'appellent Green Days. Et donc, pour vous présenter la chose assez rapidement, puisqu'on manque un peu de temps, je vous présente la plaquette. Donc, aujourd'hui, on a une offre globale qui va donc de l'écolodge. Alors, l'écolodge, c'est un segment qui aujourd'hui est très peu occupé, qui se situe entre le mobil-home, on va dire, et la villa qu'on peut trouver en Airbnb ou le gîte. Donc, ce sont des conceptions de 40-45 mètres carrés qui vont jusqu'à 6 personnes en accueil, qui sont conçues avec des matériaux éco-sourcés. Donc, on est notamment sur des constructions bois, paille, argile. C'est là où on a ce groupement avec M. Salen et sa société Rainbow Ecosystem, qui lui est un éco-constructeur, j'y reviendrai à la fin, ou lui-même y reviendra. Donc, nos écolodges, en fait, sont implantés hors sol, ce qui nous permet d'être dans un tourisme qu'on appelle réversible, puisque les terrains sur lesquels on s'implante n'ont pas de fondation ni de béton, ce qui nous permet de rendre ces terrains aux communes à la fin du bail emphytéotique, puisque c'est un peu notre ADN économique, tel quel. Donc, ça intéresse énormément les collectivités. Ensuite, nous avons un deuxième atout qui est la production d'ENR sur site. On parlait des parkings précédemment. Aujourd'hui, de plus en plus de parkings sont équipés d'ombrières photovoltaïques. C'est ce que nous avons prévu nous aussi sur nos sites. Même s'ils sont dans une sobriété qui va jusqu'à 40-50 emplacements maximum pour des raisons de non-greenwashing, ça permet quand même d'installer jusqu'à 100 à 150 kW crête de photovoltaïque sur nos sites. Alors, l'idée un jour, c'est d'être dans l'autoconsommation totale, mais pour l'instant, c'est qu'une idée parce que le stockage est toujours problématique des ENR. Par contre, ça permet d'avoir une autoconsommation entre 60 et 70% sur site ou alors de renvoyer dans le réseau local de l'énergie verte, ce qui en plus rajoute un modèle économique au projet. Ensuite, on retraite les eaux, et c'est là où on a beaucoup apprécié aussi l'intervention de la compagnie des forestiers, ou forestières, pardon. Donc, toujours dans ces systèmes de phytoépuration, hein, ce qu'on appelle des filtres plantés. Donc, on retraite les eaux noires et grises. L'idée, là aussi, c'est évidemment les économies d'énergie et de matières premières et d'eau à la source. On aimerait à terme pouvoir réintégrer ces eaux traitées dans un circuit sanitaire secondaire, ce qui est aujourd'hui totalement interdit par l'ARS et l'Europe, mais un jour ou l'autre, on pourra peut-être évoluer sur ces normes, notamment avec un passage en UV à la fin. On a aussi un volet intermodalité qui est important. Ça veut dire que
des clients qui viendraient chez nous pour une semaine de vacances, pour un week-end de vacances, vont pouvoir laisser leur véhicule thermique au parking et emprunter sur un rack de vélos électriques, donc des vélos électriques qui sont d'une capacité de 50 à 60 km, ce qui permet de rayonner dans la zone. Ça s'appelle du locavore en l'occurrence, même si ce n'est pas l'alimentation, ça concerne les animations culturelles ou sportives, et aussi des voitures électriques avec de plus en plus de prestataires comme Mobizen chez Renault. Le groupe Volkswagen est en train aussi de développer une offre de location par carte magnétique pour ses Volkswagen ID3, ce qui permet évidemment d'être neutre ou en tout cas très peu polluant pendant son séjour et ses déplacements. Sur ces sites, vous avez une base de vie. Cette base de vie contient une piscine qui est évidemment sans produits chimiques. Donc, il y a deux solutions aujourd'hui. C'est la piscine naturelle, bien que certains clients redoutent un petit peu l'effet eau verte et nénuphar, ou le traitement ozone. Et puis, j'ai envie de dire, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a une clientèle de plus en plus demandeuse de vacances sereines, de vacances où l'environnement prime sur les activités. C'est-à-dire que c'est vraiment l'inverse du client captif au Club Med ou chez Maeva ou chez Pierre et Vacances. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos clients puissent accéder à un séjour de confort dans des environnements préservés, puisqu'on a un plan de préservation du biotope sur les sites où on s'installe qui est assez exigeant, et qu'ils puissent rayonner et consommer dans l'économie locale. Donc une économie sur un rayon de 80 km à peu près, c'est ce que font les clients quand ils sont en séjour. Donc nous, notre ADN, par exemple, il n'est pas dans la restauration. On va plutôt encourager les gens à aller sur la restauration extérieure ou faire venir peut-être des plats sur nos sites. On a simplement des activités qui sont en philosophie avec ce qu'on défend, à savoir des cours de yoga, de l'aromathérapie, de la culinothérapie provençale, par exemple, ou autre dans d'autres régions. Voilà un peu l'ADN de la chose. Pour mieux peut-être que vous cerniez le projet, je vous présente des plans d'implantation sur un projet qui est en cours dans le Haut-Var, donc dans les gorges du Verdon, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc on a ici les plans d'implantation qui sont minimalistes. On préserve au maximum la biodiversité, évidemment en accord avec les SDIS, et c'est là où je posais en plénière des questions sur la réglementation, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les acteurs novateurs et les nouvelles unités touristiques, il y a un problème qui se pose par rapport à la réglementation des communes et de l'État, des préfectures, pour pouvoir créer des nouvelles unités touristiques sur des sites qui n'ont pas été prévus pour ça. Mais si on veut que le tourisme durable s'installe et si on veut faire de la région un leader du tourisme durable, on ne peut pas compter que sur la transformation des opérateurs historiques, pour la simple et bonne raison, c'est que ces opérateurs historiques, ils ont un modèle économique qui tourne, ils ont déjà vécu la crise, et ce n'est pas demain la veille qu'ils vont fermer pendant 1 an ou 2 pour faire 10 millions d'euros de travaux et se transformer. Par contre, si on pousse dans les deux sens avec les acteurs novateurs, nous, on peut être prescripteurs de solutions qui vont ensuite ruisseler sur les autres. Donc, on joue avec les terrains, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des terrains qui nous sont proposés par des collectivités qui sont assez chaotiques, qui en fait ne servent pas aux collectivités, qui leur coûtent de l'argent parce qu'il faut les entretenir, parce que l'ONF n'a plus les moyens d'entretenir tout ça. Alors, il n'est pas question d'aller déforester des collines, il n'est pas question d'aller saccager un terrain communal, il est question de l'aménager, de l'entretenir et de le rendre tel quel à la fin. Donc, voici les écolodges designés selon chaque site, chaque topologie et chaque climat, puisque là, pour le coup, ce projet est à 600 mètres d'altitude à peu près. Donc, on a évidemment des températures, notamment nocturnes, qui ne sont pas les mêmes que sur le littoral. Donc, ce sont des écologes totalement éco-sourcés, bois, paille, argile, comme je le disais, mais qui sont avec un design quand même assez moderne et un confort de segmentation moyenne à haute. On démarre toujours des projets novateurs avec une segmentation assez haute. Ça, économiquement, ça se passe comme ça. Ce que vous voyez en réflexion, c'est une troisième peau, ce qu'on appelle une toile Millard, qu'on se sert dans l'aéronautique. Ça permet une intégration paysagère totale et une bioclimatisation encore plus efficace.
Donc, vous avez ici les hébergements en coupe. Comme vous le voyez, on a quelque chose de très simple, mais d'assez confortable dans les aménagements. On se sert aussi du sol pour accélérer la bioclimatisation. Cette bioclimatisation, on la veut été comme hiver. Donc, on va évidemment devoir rajouter, grâce aux ENR, un chauffage annexe pour les périodes les plus froides. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'on a une promesse qui intéresse énormément les collectivités et les intercos, c'est qu'on va ouvrir en aile de saison. Or, il y a un manque cruel d'offres de nuitées en aile de saison dans notre région et dans toutes les régions de France, en fait. Les opérateurs classiques ouvrent en gros de fin mai à mi-septembre. Ça leur suffit pour rentabiliser leur modèle. Ensuite, il n'y a plus personne. Or, il y a des activités en octobre, en novembre, en février, en mars. Et de plus en plus, les gens glissent sur l'intersaisonnalité. Et il faut une offre qui soit ouverte pendant cette intersaisonnalité. C'est ce que nous, on va proposer, en gros, de mi-mars à mi-novembre. Donc, une idée de la base de vie, tout est évidemment éco-conçu, hein, le bois est omniprésent. Vous avez une intégration paysagère qui est étudiée à la source au maximum. Les activités qu'on propose, si on peut parler d'activités, sont vraiment des activités en lien avec notre ADN. Sérénité, calme. Je passe vite pour qu'on puisse avoir tous les deux un temps de parole. Donc, les bassins de phytoépuration, les piscines naturelles, l'espace de permaculture, parce que ça aussi, on pense que l'agro-tourisme et l'agritourisme sont des facteurs de développement importants pour la région PACA. Et ensuite, alors, pardon, je vous présente plus particulièrement donc ce groupement que nous avons conclu avec Rainbow Ecosystem et M. Patrick Salem qui est ici, et les champs de traverse, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir accès à un éco-constructeur qui travaille déjà les constructions éco-conçues en bois paille-argile et la filière paille, notamment celle de Camargue, puisque l'idée serait de pouvoir développer une filière d'éco-construction à terme sur la récupération de la paille de riz en Camargue, qui aujourd'hui est perdue, puisque éco-buée. Patrick, est-ce que tu veux prendre le relais pour les éco-blocs? Il va falloir accélérer. Là. Je ne sais pas s'il y en a encore un peu de temps. Je veux simplement compléter quelques mots. 1 minute, Patrick, pour qu'on ait 4 minutes de revenir. Non, 1 minute pour vous, pour qu'on puisse échanger 4 minutes avant de retourner à la plénière. C'est à vous. Est-ce que, Olivier, tu peux me mettre simplement la fiche produit, que j'explique ce que c'est, puis après, je laisserai la parole, évidemment. Alors, tu veux que je continue? Oui, va sur la fiche produit, et voilà, comme ça permet de gagner du temps. Alors, la fiche produit, pour moi, j'ai ça, Patrick. Oui, tu peux aller sur la fiche produit, s'il te plaît, du groupement. Comme ça, je peux commenter. Ici? Dans la partie groupement, là, je ne l'ai pas à l'écran. En fait, là, l'image, elle est figée sur votre slide, Olivier. Alors, je ne sais pas pourquoi. Moi, elle ne l'est pas. Ouais. Pour nous, elle l'est. Alors, pour faire plus simple, excuse-moi Patrick, je vais Vas-y, poursuis alors. Donc, en fait, Rainbow Ecosystem, qui est représenté par Patrick Salem, est spécialiste donc, des éco-blocs. Des éco-blocs, c'est quoi? C'est des panneaux de bois, donc une éco-conception bois dans lesquels sont emprisonnés une compression de paille et d'argile avec de lames d'air. Ce qui permet en fait à ces constructions, évidemment, au-delà du bénéfice environnemental que vous pouvez imaginer versus un mobil-home en métal ou versus une construction béton, il est gigantesque, ce qui permet d'avoir une hygrométrie constante à 60% toute l'année et d'avoir une bioclimatisation très efficace
que ce soit par froid ou par chaud. Donc, nous, on a choisi cet éco-concepteur qui, aujourd'hui, peut mettre en exergue quelques démonstrateurs comme celui-ci. Alors, je ne sais pas si vous l'avez à l'écran, du coup. Non, ça ne marche plus. D'accord, très bien. Et en sécurisant la filière paille, qui est évidemment, comme je vous le disais aujourd'hui, assez importante en France et notamment dans notre région. Voilà, c'était en gros la présentation. Voilà. Ce que je voulais simplement ajouter, c'est que nous avons une approche unique et industrielle donc à proposer à la région qui permettrait donc à la fois de créer des emplois et de disposer de matériaux complètement naturels en préfabriqué qui permettent de tout construire finalement, donc mur, toit, cloison intérieure et plancher. Donc, ça donne une vision complète donc, du système, donc jusqu'au produit final Green Days, en partant de la matière première, le riz, et le riz de Camargue. Voilà. Ok, super. Alors moi j'ai une question, et puis s'il y a des questions, on va prendre, il nous reste juste vraiment 3 minutes, et puis on sera obligé de revenir à la salle. Je vous ai remis le lien. Donc, avant que je me déconnecte, je vous invite à cliquer sur le lien pour retourner dans la salle plénière. Si entre-temps, il se passe que vous n'y arrivez pas, revenez au mail qui vous avait été envoyé où vous avez tous les liens, d'accord? Mais sinon, vous l'avez là pour que l'on se retrouve dans, allez, 3 minutes. Est-ce qu'il y a une question? Et ma question, c'était pour Green Day. Est-ce que vous concevez les lieux ou est-ce qu'aujourd'hui, vous les concevez pour vous et vous les exploitez aussi, c'est-à-dire vous créez vos séjours? Effectivement, il y a deux axes. Il y a la construction et l'exploitation en direct par les établissements Green Days, mais il y a aussi la licence de savoir-faire ou la construction clé en main. Notamment, on vient de signer sur un terrain privé 3 volumes d'habitation privée qui sont dans les paradigmes et les concepts que je vous ai donnés. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a qui veut poser des questions? Sandrine, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Est-ce que Oui. Voilà. Oui. Et comme ça, on laisse la place à une personne qui veut poser une question. Oui, j'ai une question à poser à Damien. Yes. J'ai regardé un petit peu votre site internet et les produits. Est-ce que ces désinfectants peuvent être opérationnels sur notre matériel d'élagage, tronçonneuse en particulier? Bah, ça, il faut qu'on creuse a priori, en fait, moi, je passe les normes virucides pour je passe les normes virucides et donc après, il faut juste vérifier que après, ça devient peut-être plus une case à cocher d'un point de vue réglementaire sur la déclaration qu'autre chose, quoi. Ok. Bon, Donc je pense que il faut qu'on en parle, à mon avis, ensemble, mais globalement, quand on applique du produit sur la surface, il n'y a plus de virus en 30 secondes. C'est ça qu'il faut. D'accord. Bon, on en parlera à l'occasion. Avec plaisir. Merci. Sabrina, on ne vous entend pas du tout. Hein. Ok, alors je disais, s'il n'y a pas d'autres questions, il y a une dernière question. Sinon, on rejoint la plénière où là, en effet, on va avoir rapidement une restitution des ateliers et puis un échange questions-réponses. Non, pas de questions. Ok. Alors, vous avez le lien. Au fait, je vous invite à vous connecter d'abord depuis le lien et ensuite, je me déconnecterai, moi, pour revenir à la plénière. Donc, vous cliquez sur le lien que je vous ai mis dans le chat pour retourner vers la plénière. Est-ce que tout le monde a accès au chat, au lien? Est-ce que Oui. vous voyez le lien? Oui, moi c'est bon. Enfin, il est bien visible sur le chat. Ok, donc je vous invite à vous déconnecter en vous connectant et comme ça, moi j'attends que vous soyez tous déconnectés pour que je me déconnecte.
Ok.